Du 21 juin, que les juges membres de l'Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle vont devoir désigner le nouveau président de cette haute juridiction en remplacement de Dieudonné Kalouba. C'est après que le nombre requis de 9 juges atteint avec la nomination dernièrement de 3 autres juges issus des différentes institutions du pays par ordonnance présidentielle. Dans les titres, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, bientôt une troupe de forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est sera déployée dans les provinces du Nord et Sud du Kivu et de l'Ituri. L'objectif est de stabiliser ces zones et imposer une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est les retombées du 3e conclave de pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu à Nairobi. Toujours dans les titres, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication et l'Union nationale de la presse congolaise UNPC s'investissent pour livrer une guerre acharnée contre toute forme d'antivaleur dans les médias. Ces deux structures respectivement de régulation et d'autorégulation se sont convenus d'organiser régulièrement des séances de renforcement des capacités à l'endroit des professionnels des médias pour une presse responsable en République démocratique du Congo. Des titres à suivre dans ces journaux. Télévision nationale congolaise, 13h30, la grande édition de la mi-journée. Nous émettons en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. 3e conclave des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est a vécu à Nairobi. Travaux consacrés à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette structure sous-régionale a décidé enfin de déployer une force régionale en appui aux forces loyalistes pour stabiliser cette zone et imposer une paix durable. Jusqu'à Koussema. Ils ont tous répondu à l'invitation de leur homologue Uhuru Kenyatta, à l'exception de la présidente Samaia Suluhu Hassan de Tanzanie, qui a délégué un représentant. Après une journée de discussions parfois très tendue, loin des médias, les 6 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé les rapports des chefs des armées pour un déploiement imminent de la force militaire sous-régionale. Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels sont l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finaux du 3e conclave, produits par les State House sur la RDC, a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au State House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté avec satisfaction les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques par les dans ce journal, restitution des restes du corps de Lumumba. Le royaume de Belgique a restitué le lundi dernier là-dedans la partie restante du corps démembré du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba à sa famille biologique. Mandaté par le chef de l'État, le premier ministre Sama Lukonde a réceptionné la dépouille du héros national à Bruxelles, Pati Tondango. Sur les images, bienvenue Loussala. La République démocratique du Congo en général et la famille Lumumba en particulier peuvent enfin faire leur deuil. Au palais d'Egmond de Bruxelles, en Belgique, en présence des premiers ministres congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et belge Alexander Decro, la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba. À présent, bien retour au pays. La République démocratique du Congo peut enfin organiser un deuil national pour honorer la mémoire de ces héros nationaux. Et pour Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, la date de 20 juin 2022 en Belgique comme en République démocratique du Congo entre désormais dans les annales de l'histoire. La table ronde de Bruxelles ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays figurait justement celui du gouvernement que je dirige. Je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du premier ministre de la République démocratique du Congo.
dépouille autour de laquelle son peuple organisera dans les heures qui suivent le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue, nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ces deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeure incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leur famille, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination. Évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique, par sa position géostratégique. Alexander Decaux, Premier ministre belge, parle d'une page d'histoire qui vient d'être tournée et il faut donc penser à un avenir radieux pour ces deux peuples. Ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration. Et ce lundi, nous faisons aussi un acte de renouvellement fort, de partenariat entre Belges et Congolais. Puisse ce jour nous projeter dans un avenir commun. Cette cérémonie sobre mais pleine de signification a été organisée en présence des membres du cabinet des chefs de l'État et autres officiels belges et congolais. De retour à Kinshasa, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur a présidé la réunion interministérielle sur le contrôle des armes légères et petits calibres. José Baitombo pour les détails. L'exécutif provincial de la ville-province Kinshasa affiche désormais complet le vice-gouverneur Gérard Mulumba Kongolo à Kongolo, dit Gekoko, élu le 6 mai dernier, a reçu sa notification de main du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kitowakoy. Celle-ci lui donne accès à son poste, c'est après son investissement par ordonnance présidentielle signée en date du 9 juin dernier. Premièrement, je remercie d'abord le chef de l'État d'avoir porté son choix sur ma modeste personne et je remercie également les gouverneurs de la ville, M. Jean-Tini Ngobilambaka, qui est mon chef hiérarchique, d'avoir accepté aussi que je sois son colistier. Et voilà, nous sommes venus pour apporter un plus ou pour apporter une pierre à l'édifice, pour soutenir la vision du chef de l'État. Nous devons tous mettre la main dans la pâte pour faire avancer les choses à Kinshasa. L'exécutif provincial sera dorénavant conduit par Jean-Tini Ngobilambaka comme gouverneur et Gérard Mulumba en tant que vice-gouverneur au regard de ses actions en faveur des intérêts des Kinois qui l'ont massivement élu lors des derniers législatives. L'élection du nouveau adjoint de Jean-Tini Ngobila avait été saluée par la population kinoise et les attentes quant à ceux sont nombreuses. 5e conférence annuelle du RAFPI, travaux qui réunit les pays de l'espace francophone pour réfléchir sur les différentes crises qui impactent le développement de cette zone. Pour cette séance, c'est le président, le ministre d'État en charge du plan qui a présidé cette cérémonie. Notre conseiller José Baitombo qui est sur place pour nous expliquer les contours de ces faits.
À Kinshasa, les agences francophones de promotion des investissements ont centré ce lundi leurs échanges sur l'optimisation de flux d'investissement intra-pays au sein de leur espace. Christian Mwando Simba, ministre d'État au plan, qui a présidé la session inaugurale de cette 5e conférence annuelle du RIAFPI, a souligné la nécessité pour les économies des pays membres de réfléchir aux solutions structurelles à donner aux défis posés par la prédominance du secteur informel, la fuite de capitaux et les manques de filets de protection sociale. La séance inaugurale a laissé place à une série de discussions en panel. Le premier panel sur le développement au sein de l'espace francophone de chaîne des valeurs inclusives et durables, conduit par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a élevé le débat autour des réponses collectives à apporter aux différentes crises qui impactent le développement de pays francophones. Les rôles du système financier dans l'innovation et compétitivité de l'espace francophone à l'heure du numérique a été démontré dans le panel auquel ont pris part le président de l'ARP et les scientifiques. Le risque auquel le dernier panel de la journée a vu 3 membres du gouvernement, entre autres le ministre d'État de Petites et Moyennes Entreprises, celui des Finances et celui de l'Industrie, échanger sur les propositions de solutions. Les panélistes se sont mis d'accord sur le fait que le pays francophone devrait davantage apprendre à se faire confiance et à développer de liens privilégiés pour susciter le développement du pays francophone. Prise en charge rapide de drépanocytose, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a inauguré les laboratoires de recherche et diagnostic biomédical moderne de l'hôpital Mabanga à Kalamo. C'était à l'occasion de la journée mondiale des drépanocytoses célébrée le 15 juin de chaque année. Marie Calan pour les détails. L'institution officielle spécialisée dans la prise en charge des drépanocytaires, le Centre de médecine mixte et d'anémie SS, CEMAS Mabanga, dispose désormais d'un laboratoire de recherche et de diagnostic biomédical moderne. C'est le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Maître José Mpanda Kabangu, qui a procédé à l'inauguration de ce laboratoire le dimanche 19 juin, date qui coïncide à la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose, placée sous le thème « Protection des drépanocytaires dans le contexte de la couverture santé universelle ». Le ministre Mpanda a voulu ainsi permettre un diagnostic rapide et une prise en charge urgente des malades drépanocytaires. D'après les statistiques, 1000 nouveaux-nés naissent tous les jours de la drépanocytose en Afrique et en RDC, 2% sont homozygotes pour l'hémoglobine S, d'où le souhait du ministre Mpanda que la sensibilisation à la drépanocytose soit inscrite dans le programme d'éducation nationale. J'ai fait inscrire un programme avec mon collègue de l'enseignement supérieur universitaire et même celui de l'enseignement primaire secondaire et technique pour qu'on revienne à éduquer la population. C'est ça la première des conditions qu'il faut faire. Il faut sensibiliser et que les gens puissent savoir, puisque cette maladie est différente des autres maladies, elle est évitable. Selon le patron de la recherche, José Mpanda Kabangu, les drépanocytaires ne doivent pas faire l'objet d'une marginalisation quelconque. Il a ainsi offert un repas de cœur à tous les drépanocytaires du Centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga. Le professeur Nyembwe a par la même occasion salué l'implication du ministre Mpanda dans la prise en charge de ces malades. Avant de quitter ce site, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a procédé au paiement des factures d'hospitalisation de plusieurs enfants. L'épineuse question de la nationalité s'invite dans les conflits rwando-congolais. Rien ne sert à des tergiverser autour du sujet. Maître Dieudonné Tchiboba explique que la démarche au cours d'une conférence débat organisée dernièrement à Kinshasa, selon lui, que l'Assemblée nationale s'en saisisse de la question afin de revoir l'article 10 de la Constitution et tenir une table ronde avec toutes les parties prenantes afin de définir nos origines. Séverine Pascal Katandra. De régler la question de la nationalité congolaise en détail avec toutes les parties prenantes qui se réclament pour en finir définitivement avec les guerres à répétition dans l'est du pays.
Le seul moyen est l'identification de la population et la révision de l'article 10 de la Constitution qui consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise. Pour ce faire, Maître Dieudonné Tshibouabamboui, président du mouvement pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine Minko, invite l'Assemblée nationale à prendre du courage et revoir cet article clé. Au cours d'une conférence débat tenue ce lundi 10 juin à Kinshasa, cet avocat du barreau de Bruxelles, Kinshasa, Gombe et Kananga, appelle les autorités du pays de se mettre autour d'une table pour un dialogue franc. Mettons-nous réellement avec les historiens, avec les sociologues, avec les ethnologues, avec les juristes pour étudier cette question de la nationalité. Et invitons la Belgique en tant que témoin ou observateur. Et après, nous pourrons modifier l'article 10 de la Constitution et trouver une solution claire, une solution définitive. En attendant que les parlements s'en saisissent, Maître Dieudonné Tshibouabou appelle les Congolais à signer une pétition en ligne qui va booster cette révision de l'article 10. Et par une pétition de 100 000 signatures, nous allons demander maintenant à l'Assemblée nationale de s'en saisir. Vous allez sur Minko, www.minko-rdc.org, vous allez voir directement pétition en ligne. Vous cliquez, en moins de 1 minute, vous signez la pétition, elle est en ligne. La diaspora congolaise, avec plus de 10 millions de membres, participe à l'économie du pays avec plus ou moins 10 milliards de dollars américains l'an. À travers la Fédération de la diaspora congolaise, elles soutiennent cette révision pour la protection de l'intégrité nationale de la RDC. Voilà. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CISAC et l'Union nationale de la presse congolaise UNPC s'investissent pour livrer une guerre acharnée contre toute forme d'antivaleurs dans le média. Ces deux structures respectivement de régulation et d'autorégulation se sont convenus d'organiser régulièrement des séances de renforcement de capacité à l'endroit des personnels de médias pour une presse responsable. Suivez ce reportage. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et l'Union nationale de la presse congolaise se sont investis pour assainir les secteurs médiatiques en République démocratique du Congo. Ces deux organes de la régulation et de l'autorégulation des médias se sont réunis au siège du CESAC pour poser les jalons allant dans le sens de renforcer les mécanismes de co-régulation dans le but de ramener les professionnels des médias au strict respect des règles régissant ces secteurs afin de lutter contre les moutons noirs et l'intox. C'est là au vu de divers dérapages observés à travers les médias. La séance est clôturée par la signature d'un communiqué conjoint entre ces deux structures. Cette rencontre axée sur le renforcement des mécanismes de co-régulation entre le CESAC et l'UNPC dans le but de ramener les professionnels des médias au strict respect des règles de déontologie et de l'éthique professionnelle. Deux mesures majeures se sont dégagées de cette rencontre, à savoir rencontre 2 fois par mois entre le CESAC et l'UNPC en vue d'évaluer la pratique du métier d'informer des journalistes au quotidien. Coordonner les efforts pour organiser des formations de renforcement des capacités au bénéfice des journalistes. À noter que ces deux organes se sont convenus de conjuguer les efforts pour organiser régulièrement des séances de renforcement des capacités à l'endroit des professionnels des médias pour une presse responsable en République démocratique du Congo. La création d'une classe moyenne passe par l'appropriation de certaines dispositions, dont celle de la loi sur la sous-traitance. La section Binza aux zone 1 de l'UDPS a organisé une conférence sur les sociales et l'entrepreneuriat. Suivez ces commentaires de Cédric Kenina. Une conférence sur le social, lutte contre la pauvreté à travers l'entrepreneuriat. Dans la pratique, les orateurs sont tous revenus sur ces thèmes, mais avec des angles bien différents. Luc Kabunangu, auditeur professionnel et cadre de l'UDPS, a choisi devant une assistance essentiellement composée des militants de l'UDPS, son créneau habituel, la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Une vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui vise en somme la création d'une classe moyenne, l'importance de son effectivité, son impact dans la vie sociale. Tout a été passé au peigne fin. L'autre objectif, c'était celui de rester
derrière le chef de l'État, le président de la République, et de montrer notre soutien déterminé parce qu'il est venu avec cette vision de créer la richesse congolaise, de créer des millionnaires et d'essayer de créer une classe moyenne. Pour plus de lumière, un échange entre conférenciers a clôturé cette activité initiée par la section Binza aux zones 1 de l'UDPS. Quel sera le sort du centre des négoces de Nyabibwe situé entre Bukavu et Goma sur la route nationale numéro 2 si une fois le gouvernement congolais opte pour l'option de déplacer cette route vers les traces coloniales suite aux éboulements et érosions? De négoce de Nyabibwe dans les territoires de Calais sur la route nationale numéro 2 axe Bukavu, Nyabibwe, Minova, Goma risque d'être isolé du trafic routier malgré les interventions fournies par l'Office des routes Sud Kivu avec les financements du gouvernement central à travers FONER et la MONUSCO pour la stabilisation de la route nationale numéro 2 axe Bukavu, Nyabibwe, Minova, Goma. Les tronçons routiers Nyamukubi, Nyabibwe, Minova est menacé par plusieurs glissement des terres. Une route en terre battue en état moyen sur la majeure partie, les glissements des terres au pic 99,5 juste à l'entrée de Nyabibwe, au pic 101 chez les Français, au pic 105 et autres points chauds inquiètent les usagers. Pendant cette période sèche, les glissements des terres s'observent chaque jour comme chez les Français où l'équipe mixte, l'Office des routes et BTC avait assisté au déplacement progressif des ouvrages d'assainissement posés par la MONUSCO et les Chinois, mais aussi les arbres. Avec ces mouvements tectoniques entre Nyamukubi, Nyabibwe, Makengele, les dernières études menées indiquent que le déplacement de la route à partir de Nyamukubi sur un tracé de l'époque coloniale prévu au bord du lac Kivu serait une solution définitive pour la route nationale numéro 2. Des éboulements et érosions signalés aujourd'hui sur cet axe routier coûteront au gouvernement et surtout aux entreprises qui exécuteront les travaux de la modernisation de cette route. Suite au délabrement très avancé de cette route, le trafic Bukavu-Goma est en dégradation. Il n'y a qu'un les motards, les jeeps des humanitaires et quelques camions Fuso qui pratiquent cette route. D'une province à une autre, la justice populaire condamnée par la loi a été malheureusement pratiquée par la population des Kakukwa à Kalemi, territoire des Pangui dans la province du Maniema, où un fermier a été tué suite à une incompréhension entre le jeune et le gouverneur intérimaire est descendu sur place où il a lancé un message de paix et d'unité à sa population. Redépendant pour les détails. Un couvre-feu de 20h à 5h du matin à Kalima, dans le territoire de Pangui, province du Maniema. C'est la décision prise par le gouverneur intérimaire du Maniema, Afan Idriss Mangala, lors de la réunion du Conseil provincial de sécurité présidée le dimanche 19 juin 2022 en présence de tous les membres du Conseil provincial. Cette décision fait suite aux événements malheureux survenus dans le territoire de Pangui à Kakukia, causant ainsi mort d'hommes. À la base, l'incompréhension entre un groupe de jeunes et les bouviers qui vivent dans cette contrée. Arrivé sur place, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afan Idriss Mangala, à la tête d'une forte délégation, a demandé aux habitants de Pangui d'user des pardons mutuels, de privilégier l'unité et éviter la justice populaire, tout en dénonçant une main noire politique. Les gens qui avaient préparé déjà leur coup avant, c'est cette action-là qui est en train d'être activée par les ennemis du président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, c'est à Kalima, nous avons le message à Salamabila, à Wamaza, à Punya, à Lumutu, donc presque dans tous les territoires. Donc c'est une situation qui allait être généralisée dans la province du Maniema. Heureusement que la circonstance politique a sauvé la province du Maniema. La situation est maîtrisée. Le couvre-feu va commencer dès 20h jusqu'à 5h du matin. L'autorité provinciale a appelé la population de Pangui au calme et vaquer librement à leurs occupations. Un dispositif important des militaires, commandos et des policiers va rester à Kalima pour cette fin. Et dans la province du Haut-Katanga, les travaux de réhabilitation de la résidence du président de l'Assemblée provinciale évoluent à pas de tortue. Raison avancée, le manque de financement, d'autres détails. Dans ces reportages signés Nicole Cessep.
Abandonnée depuis plusieurs années, la résidence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga nécessite d'être réhabilitée. Pour sauver cette concession de l'État congolais, les travaux de réhabilitation ont été initiés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Travaux confiés à l'entreprise de construction JITEL. Cette dernière avait préfinancé le début des travaux prévus pour une durée de 6 mois. Mais ça fait déjà plus d'une année que rien ne s'est fait sur les chantiers faute de financement. D'où ces cris de détresse. On avait vu la vague, comment on vendait les maisons de l'État dans cette ville de Lubumbashi. Chaque année, il y a une ligne budgétaire dans le budget de la province du Haut-Katanga pour la réhabilitation. Mais ces montants-là n'est pas décaissé. C'est là où nous disons que nous parlons d'une manière non satisfaisante. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a été invité au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il avait donné sa parole pour qu'il puisse payer l'entrepreneur. Mais jusqu'à présent, l'entrepreneur se plaint parce qu'il n'est pas payé. Nous sommes au regret qu'il y a une mauvaise foi de la part du gouvernement provincial de ne pas payer l'entrepreneur. Parce que c'est un entrepreneur congolais. C'est à ce niveau-là que nous intervenons. Nous demandons au gouvernement provincial de payer l'entrepreneur. Et même le chef de l'État soutient la théorie de l'entrepreneuriat. La consolidation de la paix avec les différentes forces vives, c'est l'une des priorités du nouveau gouvernement élu du Tanganyika. La séance de remise et reprise avec les gouverneurs intérimaires sortant a eu lieu ce lundi au siège du gouvernorat de cette même province. Un reportage de nos confrères de la RTNC Tanganyika. C'était au coup des 11 heures locales que le nouveau gouverneur élu de la province du Tanganyika, Julie Ngungo Mwayuma, a fait son entrée au gouvernorat pour la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Samba Kayabala Moni, gouverneur intérimaire. Après les honneurs militaires, la cérémonie a commencé par la lecture du procès verbal de la remise et reprise, puis la signature conjointe des CPV par d'une part Samba Kayabala Moni, gouverneur sortant pour la remise, et Julie Ngungo Mwayuma, gouverneur entrant pour la reprise, sous contre de l'inspecteur de la territoriale pris pour témoin. Peu après, le gouverneur sortant a conduit son successeur dans son nouveau bureau où la passation du pouvoir a eu lieu par la remise des insignes et l'échange des signateurs. Le vice-gouverneur Massamba Wamasamba Ferdinand a lui aussi été installé par la même occasion dans son cabinet de travail. Le gouverneur sortant a souhaité bonne chance au nouvel exécutif provincial et demandé à la population d'apporter son soutien au nouveau gouverneur. Ayant eu le soutien de la population réunie spontanément pour la cérémonie, Julie Ngungo Mwayuma s'est adressé à la foule, remerciant le peuple du Tanganyika pour son attachement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il représente en province. Kwa hivi tuendeleshe provinsi yetu kumbele. Sina na mengi ya kumiambia na milomba tu mniunge mkono kwa sababu peke yangu sitaweza. L'UDPS vaincra. Agression des terroristes de M23 appuyés par le Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, la population s'élève pour soutenir les forces armées de la RDC, les cas avec cette structure dénommée Mouvement de solidarité pour le changement qui apporte également son soutien à nos vaillants militaires au front. Suivez ce reportage. Une mobilisation tous azimuts pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et bouter hors du territoire national les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Ce mot d'ordre a eu un écho favorable auprès des associations de la société civile et des partis politiques. Le mouvement de solidarité pour le changement a saisi au bon ce message de résistance. Devant les 4 militants du parti réunis au complexe scolaire Kouentima dans la commune de Bumbu, Jeannot Binanou a harangué la foule. Un peu partout dans le monde, quand l'unité du pays est menacée, une union sacrée se crée autour du chef de l'État pour chasser l'ennemi. Il a insisté sur le fait que la RDC ne saurait échapper à cette règle. Voilà le sens profond de la déclaration de soutien au chef de l'État
au FARDC et à la population martyre dans l'est du territoire national. Le président Fachi Longonia, nous, les combattants, nous sommes derrière vous, afin que nous puissions bouter hors de ces pays les agresseurs. Les Rwandais vont subir la force des Congolais. Pour Jeannot Binanou, secrétaire provincial du mouvement de solidarité pour le changement, pas d'un seul kilomètre carré ne sera cédé aux agresseurs. Le Congo reste un et indivisible. Tantôt dans les titres, c'est aujourd'hui mardi que les juges membres de l'Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle ont désigné leur nouveau président. Il s'agit bien de Dieudonné Kamuleta. Il est élu ce mardi. Fin de ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.